Alors, par définition, le fibrome utérin, aussi appelé myome utérin ou myome, c'est une tumeur mésenchymateuse développée aux dépens du muscle lisse. Il faut savoir que l'origine du fibrome, c'est du muscle lisse, mais il est souvent séparé du myomètre par une pseudocapsule. Cette pseudocapsule, elle est formée par la condensation du tissu conjonctif. L'origine du fibrome, c'est une tumeur mésenchymateuse qui prend naissance au niveau du muscle utérin. C'est une tumeur bénigne, hormonodépendante. C'est une tumeur bénigne, hormonodépendante. Elle augmente de taille en fonction du profil hormonal, c'est-à-dire au cours de la grossesse ou sous un traitement oestrogénique, et régresse à la ménopause. L'origine éthiopathogénique de cette pathologie, elle est assez fréquente, c'est-à-dire 30% des femmes de plus de 35 ans ont des fibromes. Bien sûr, ça varie d'une région à une autre, mais sachez que la majorité des femmes ont des fibromes dont la taille varie de quelques centimètres à une dizaine. C'est juste le fait que actuellement l'échographie qui a permis de détecter cette pathologie plus fréquemment. L'apparition du fibrome est chronologiquement liée à la période de sécrétion œstrogénique, c'est-à-dire il n'apparaît que chez les femmes en activité ovarienne. C'est pour ça qu'il est rare avant 20 ans et qu'il régresse à la ménopause. Est-ce qu'il y a un risque de dégénérescence, c'est-à-dire à transformation sarcomateuse et devenir un cancer? Oui, ça existe, mais très faible, de l'ordre de 5 pour 1000 patientes. Tumeur mésenchymateuse d'origine fibre musculaire lisse, hormonodépendante, bénigne, mais qui risque de dégénérescence. Il est présent, mais très rare. Et l'apparition, elle est chronologiquement liée à la période de sécrétion œstrogénique. La physiopathologie propre à l'apparition du fibrome, elle est mal connue, mais le rôle promoteur des hormones, il est bien établi. Mais surtout, les œstrogènes. La théorie de l'hyperoestrogénie est fortement admise, qu'elle soit une théorie relative liée à une insuffisance lutéale, c'est-à-dire qu'il y a le premier cycle, la 14 premiers cycles, il y a une sécrétion œstrogénique normale, mais la deuxième phase, la phase lutéale, le corps jaune n'arrive pas à assurer la fonction de sécrétion de progestérone pendant les 14 derniers jours. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un excès physiologique, on va dire excès parce que ce n'est pas un excès, c'est juste que la progestérone, elle n'est pas sécrétée à sa dose totale. C'est pour ça qu'on parle d'une hyperoestrogénie relative. Mais il y a aussi des hyperoestrogénies vraies où il y a un apport, que ce soit externe ou interne d'œstrogène. Là, si on fait un dosage pour l'insuffisance lutéale, on va trouver un taux d'œstrogène normal. Dans le deuxième cas, on va trouver un taux d'œstrogène assez élevé. Dans les deux cas, le fibrome trouve sa place. En matière d'anapathe, l'étude macroscopique, les fibromes sont constitués de cellules musculaires lisses, du moment qu'il est d'origine de myomètre homogène, et l'étude microscopique, elle va confirmer la bénignité en retrouvant un taux de mitose qui est faible, soutenu, et cette musculature, elle est soutenue par le travail de collagène. Voici le fibrome dans son aspect global. Voilà, par exemple, cette image de Ali Apara. C'est un fibrome utérin de 400 grammes. Ce que vous voyez tout autour, c'est les travées de collagène. Et ce que vous voyez à l'intérieur, le blanc, ce sont les fibres musculaires lisses. Donc, c'est comme une boule qui est entourée par du collagène. Et à l'intérieur, il y a des fibres musculaires lisses enchevêtrées entre eux. Alors, en matière d'anapathe, c'est très important. Selon la situation dans la paroi, on distingue plusieurs formes. On a le fibrome interstitiel, le fibrome sous-muqueux, le fibrome intracavitaire
et le fibrome sous-séreux. Chacun, même si les 4 sont des fibromes, chacun a sa propre symptomatologie. On va prendre par exemple un fibrome interstitiel qui siège dans l'épaisseur du muscle utérin et il l'hypertrophie et le déforme. Le fibrome interstitiel, le fibrome intramural, c'est-à-dire c'est un fibrome qui se développe à l'intérieur de la paroi utérine. Donc là, il va se développer, il va augmenter le volume de l'utérus, il va le déformer. Le fibrome sous-muqueux, c'est un fibrome qui fait saillie dans la cavité utérine et il est couvert par une muqueuse endométriale, bien sûr. Le fibrome intracavitaire, par contre, il fait effraction à travers l'épithélium endométrial et il va se retrouver à l'intérieur de la cavité utérine. Donc, il est pédiculé et par compression de l'utérus, parce que l'utérus est un muscle assez puissant, il va essayer de l'éjecter de l'intérieur de l'utérus. Donc, ce fibrome, il va au fur et à mesure se retrouver expulsé. Il va se terminer par un fibrome accouché par le col. Le fibrome sous-séreux, quant à lui, il se développe à l'extérieur de l'utérus, toujours collé à l'utérus, mais il ne se fait pas en intracavitaire, il se fait en intra-abdominal. Et il y a 2 types de ce fibrome. Il y a les fibromes dont la base d'implantation elle est large, on appelle ça fibrome sous-séreux sessile. Il y a le fibrome sous-séreux pédiculé où la base elle est très mince. On va reprendre tout ça par un schéma. Vous voyez par exemple celui-là, c'est un fibrome pédiculé. Regardez, il y a juste un petit pied. Celui-là, il a la base d'implantation, elle est large. Les deux sont sous-séreux. Ces fibromes, même s'il est sous-séreux, mais il a une partie, la majeure partie, en interstitiel, c'est-à-dire en intramural, c'est le même cas de celui-là, celui-là et celui-là. Et vous voyez ici, par exemple, là, il est sous-muqueux. Regardez, il est tapissé par la muqueuse endométriale, donc il est sous-muqueux. Celui-là, il n'est pas tapissé par une muqueuse endométriale, il a fait effraction et il se retrouve libre dans la cavité utérine. Et qu'est-ce qu'il va faire l'utérus? Je vous ai dit tout à l'heure, il va l'expulser. Il va par des contractions, c'est pour ça la femme, elle va sentir des coliques, par des contractions, il va l'éjecter à travers le col. Regardez, c'est celui-là. Et on va dire que ce fibrome, il est accouché par le col. C'est un fibrome qui prend naissance là ou là, et par effet de contraction, il est éjecté à l'extérieur. Donc, en fonction de la situation, il va y avoir une symptomatologie. On va donner l'exemple de celui-là, le fibrome pédiculé, sessile, qui généralement, il ne donne pas une symptomatologie hémorragique, mais il va donner plutôt une symptomatologie douloureuse. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est libre dans cette cavité, il peut se tordre. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner des fibromes tordus. Et la torsion entraîne une anoxie tissulaire, manque d'oxygène, et cette anoxie tissulaire, elle va transmettre le message douloureux par les récepteurs nociceptifs. Donc, ça va donner des douleurs terribles, surtout lorsque la torsion elle est importante. Contrairement à celui-là, dont la base d'implantation elle est large, donc il n'y a pas de risque de torsion, mais il y a un risque de compression des organes de voisinage. Par exemple, s'il est situé en antérieur, il va comprimer la vessie, donner une symptomatologie urinaire. Et ça va donner aussi une symptomatologie digestive s'il se retrouve en postérieur. Mais le reste, c'est toujours une symptomatologie hémorragique. Par exemple, ces fibromes interstitiels ou intramuraux, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Ils vont entraîner une augmentation du volume de l'utérus, donc une surface de saignement
au cours du cycle important. Donc, ça va donner des ménorrhagies. Le fibrome intracavitaire, regardez par contact avec l'endomètre, il va abraser l'endomètre. En dehors du cycle, ça va donner quoi? Ça va donner des métrorragies, c'est-à-dire un saignement en dehors du cycle. Pour ce qui est du fibrome accouché par le col, en dehors de la douleur engendrée au moment de l'expulsion à travers le col, il peut donner la nécrobiose septique. C'est quoi la nécrobiose septique? Du fait du contact avec la flore vaginale, il va s'infecter en donnant une symptomatologie douloureuse, hémorragique et avec une odeur nauséabonde. Alors, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement un fibrome accouché par le col. C'est un examen ospiculum. Regardez la taille de ce fibrome et regardez le col utérin lorsqu'on arrive à éliminer le fibrome. Le fibrome, il est en avant-plan. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une torsion de ce fibrome, plusieurs spirales. Et une fois on termine avec ce nombre de spirales, on va sectionner le pédicule ici et on va libérer le col utérin. Et l'hémostase, généralement, il se fait spontanément. Alors, quelle est l'évolution des fibromes? Les fibromes, ils sont connus par une croissance progressive, c'est-à-dire يكبروا de façon naturelle. Mais il y a des phénomènes chez la femme qui peuvent accélérer cette croissance. C'est le cas des grossesses. La prise de pilule, surtout une pilule à climat oestrogénique dominant. En préménopause, pourquoi la préménopause? Parce qu'il y a l'insuffisance lutéale physiologique. Il peut aussi avoir des modifications de structure, par exemple des calcifications. La calcification, c'est une forme de guérison. Elle s'observe chez les femmes ménopausées. La nécrobiose, on a dit qu'il y a deux types de nécrobiose. La nécrobiose septique pour les fibromes accouchés par le col parce qu'ils sont en contact avec une flore bactérienne et une nécrobiose aseptique pour les fibromes sous-séreux pédiculés. Aseptique parce que là, même s'il y a un farcissement, il n'y a pas de contact avec les microbes, donc il va y avoir une nécrobiose, c'est-à-dire que cet utérus qui était dur, il va devenir mou, mais sans infection. Et bien sûr, on en a déjà parlé, la dégénérescence sarcomateuse qui est assez rare, 5 pour 1000. Quelles sont les complications qui peuvent s'observer pour des femmes porteuses de fibromes? Les plus connues, c'est les complications hémorragiques. On a parlé des ménorrhagies, on peut avoir des métrorragies, on peut avoir aussi des ménométrorragies avec hyperménorrhée en fonction des cas qui peuvent même être responsables d'anémie. On voit le plus souvent des femmes qui viennent consulter, chez qui on découvre, par exemple, le fibrome pour la première fois, parce qu'elles font des cycles très rapprochés, c'est des ménorrhagies ou hyperménorrhée, c'est-à-dire que le saignement il est important, ou des ménométrorragies, c'est-à-dire saignement en dehors du cycle, elle va encore saigner au milieu du cycle, et à la fin de tout ça, ça va se terminer par une anémie. Les complications infectieuses, elles ne s'observent que pour les cas de fibrome intracavitaire accouché par le col, dû au contact de la flore vaginale. Les complications mécaniques, c'est surtout les torsions pour les fibromes pédiculés et les compressions des organes de voisinage. On peut avoir la compression de la vessie, de l'urtère, du rectum ou des veines iliaques. Voilà l'évolution, rapidement, l'évolution, j'allais dire, normale du fibrome. Regardez un utérus normal et jusqu'où il peut aller. Je peux poser une question, si vous êtes devant ce cas-là, quel type de fibrome pensez-vous? Ça, c'est le cas d'utérus interstitiel ou intramural. Parce que s'il était sous-séreux, vous allez voir des déformations. Vous allez voir un utérus normal, mais à côté, il y a une bosse. Et pour ce qui est un intracavitaire ne pourrait jamais faire augmenter l'utérus de cette taille. Vous savez que le myomètre, c'est un muscle très puissant.
il fait accoucher des enfants de 3, 4, 5 kilos. Donc, ce n'est pas un petit fibrome qui va le faire augmenter de volume. Donc, si jamais il y a un fibrome, il va le faire expulser et ça va donner un fibrome accouché par le col. Alors, en matière de clinique, quelles sont les circonstances de découverte? Dans la majorité des cas, bon, ça change d'une région à une autre, on a beaucoup de formes asymptomatiques. C'est quoi? C'est la découverte du fibrome chez une femme qui n'a aucune symptomatologie. Elle vient pour plusieurs choses. Par exemple, pour la pilule, pour un frottis, pour un retard de fertilité, chez qui on découvre un fibrome. Et des fois, on va poser la question à la recherche du symptôme, on n'en trouve aucun. Ça, c'est les formes asymptomatiques. On va les mettre de côté. Mais les formes symptomatiques, il y en a aussi, connues pour les formes problèmes d'hémorragie, que ce soit des ménorrhagies ou des métrorragies, problèmes de compression, troubles urinaires pour la curie, parce qu'il y a une compression du fibrome sur la vessie, des douleurs, voire même juste des pesanteurs, c'est-à-dire une lourdeur, c'est comme s'il y a un surpoids à l'intérieur de l'abdomen, ou carrément des douleurs lancinantes qui vont témoigner d'une complication. Le plus souvent, c'est la torsion, la nécrobiose aseptique, ou lorsqu'elle sent qu'elle est en train d'accoucher. Ça veut dire qu'il y a le fibrome intracavitaire qui va sortir à travers le col, ça va générer cette douleur. Ou des fois, c'est juste une augmentation du volume abdominal qui s'étale sur plusieurs années. C'est des femmes qui ne consultent pas, il n'y a pas de raison pour consulter, et elle va voir son ventre augmenter de volume progressivement jusqu'à atteindre une taille incroyable. Et il y a aussi la notion d'hypofertilité. Des fois, on trouve des fibromes dont la situation elle est un petit peu spéciale au niveau des cornes ou au niveau des lismes qui empêchent le passage des gamètes, donc ils peuvent retarder la fertilité. Ça, c'est la classification hystéroscopique du fibrome. Regardez, en fonction de la présence dans la paroi ou en intracavitaire. Le diagnostic, le moyen de diagnostic le plus simple et le plus reproductif, bien sûr, c'est l'échographie. C'est un examen de référence, c'est un examen le moins invasif. Il peut se faire soit par suspubienne ou par endovaginal. L'examen local, il doit se faire au spiculum. Pourquoi? Pour l'étude de la glaire cervicale. Et pourquoi la glaire cervicale? En quoi ça pourrait témoigner sur la présence ou l'absence de fibrome? Pour la simple raison que la glaire cervicale, c'est le miroir où elle reflète l'état hormonal de la patiente. Si on trouve une glaire abondante en deuxième partie du cycle, où elle ne devrait pas exister, ça veut dire que cette femme, elle fait une hyperostrogénie relative ou vraie. Et ça permet de dégager un petit peu l'origine ou l'étiologie des fibromes. Il faut profiter aussi de l'examen local pour rechercher une exocervicite, profiter pour faire un frottis, voire même une biopsie. L'examen clinique va nous permettre aussi de faire des touchés pelviens, surtout un toucher vaginal combiné au palpé abdominal, pour apprécier la situation du col et le volume du corps utérin. Le fibrome, il est perçu comme une masse régulière, de consistance ferme, indolore, solidaire à l'utérus. Ça, c'était un examen qui se faisait auparavant. Pour les anciens, ils disent qu'ils sont cliniciens, c'est-à-dire ils se basent surtout sur ce qu'on touche. Mais heureusement, pour moi, je trouve que l'apanage de l'échographie, ça permet de régler pas mal de problèmes. L'échographie pelvienne, elle permet de diagnostiquer le fibrome. On va faire juste une échographie endovaginale ou suspubienne et on va automatiquement diagnostiquer le fibrome. C'est exceptionnel. Elle va encore aller plus loin. Elle permet de préciser le siège. Elle va vous dire que ce fibrome, il est intracavitaire, il est interstitiel, il est totalement intramural. Non, il est susurreux une partie. Non, il est complètement susurreux. Il est pédiculé, il est sessile. C'est extraordinaire. Elle peut vous donner la biométrie, c'est-à-dire les dimensions de ce fibrome. C'est utile pour poser l'indication. Un fibrome gros nécessite une chirurgie. Un petit fibrome nécessite juste une surveillance et ça va permettre de voir la croissance ou la vitesse de croissance de ce fibrome. Tu fais une échographie au mois de septembre, par exemple.
tu refais une autre au mois de décembre et tu vas voir en 3 mois de combien de centimes et ça va te donner une idée sur ton indication opératoire. Gaël, non, il a une croissance très lente, je peux laisser tranquille. Non, il a une croissance rapide, il vaut mieux intervenir pour réguler le profil hormonal de la femme ou carrément pour intervenir et enlever ce fibrome. L'hysterosalpingographie, elle permet la localisation des lésions intracavitaires. On a dit qu'il peut y avoir des fibromes symptomatiques chez les femmes préménopausées et vous savez très bien qu'il y a chez la préménopausée des lésions prédisposant au cancer, précancéreuses, compris le cancer de l'endomètre. Donc, si on fait une échographie chez une femme de 48 ans parce qu'elle saigne, on va dire tout simplement que c'est la cause du saignement, c'est un fibrome. Alors que ça pourrait être une autre origine, une lésion précancéreuse ou un cancer de l'endomètre. C'est pour ça que l'hysterosalpingographie a toujours sa place à la recherche d'une image marécageuse qui pourrait être en rapport avec un endomètre. L'hystéroscopie, c'est un examen extraordinaire qui permet de visualiser la cavité utérine, permet d'affirmer la présence ou non de lésions associées et permet aussi, en dehors des prélèvements qui peuvent être effectués, il permet le traitement pour les fibromes qui sont intracavitaires en totalité ou partiellement. Alors, maintenant le chapitre de la thérapeutique. Rappelez-vous, pour les formes asymptomatiques, on a dit qu'il y a des formes asymptomatiques chez qui on a trouvé des fibromes sans aucune symptomatologie. Là, c'est l'abstention thérapeutique. Si la femme elle ne se plaint pas, ce n'est pas la peine que vous allez trop loin. Il faut juste surveiller, surtout pour les femmes aux alentours de la ménopause, parce que sachez qu'il y a le traitement physiologique qui est la ménopause. Et pour les femmes jeunes, désireuses de grossesse, il ne faut pas qu'on va créer un utérus cicatriciel parce qu'il y a un fibrome, un petit fibrome quelque part. Pour ce qui est du traitement médical, le traitement médical, il repose sur le principe de l'hormonodépendance. On a dit que le fibrome, il est hormonodépendant, spécialement les œstrogènes. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner les antagonistes des œstrogènes qui sont les progestatifs. Du fait de leur action anti-œstrogène, le traitement il doit être poursuivi pendant plusieurs cycles et adapté à chaque cas. Bien sûr, les doses sont très élevées et ils peuvent être étalées sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Malheureusement, pour les progestatifs, c'est un traitement qui est assez lent et l'efficacité elle n'est pas à 100%. C'est pour ça qu'on a tendance à utiliser des moyens beaucoup plus lourds, type analogue de LH-RH. Décapeptile, par exemple, pour les gens qui connaissent le produit, qu'est-ce qu'elle entraîne, les analogues LH-RH? Elle va entraîner une castration médicale, c'est-à-dire une ménopause artificielle. C'est quoi? On va arrêter la production des œstrogènes et de la progestérone pendant la durée du traitement, généralement, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Et cet hypogonadisme, il va faire quoi? Il va des fois réduire la taille du fibrome jusqu'à 50%. Ça ne va pas faire disparaître le fibrome, mais ça ne va pas réduire la taille. Donnons l'exemple d'une personne qui a un fibrome de 10 cm. Alors, pour enlever les 10 cm, donc surtout pour une nullipare, c'est pratiquement une hystérectomie parce qu'il n'y a plus rien de l'utérus. Par contre, si on donne à cette femme un traitement à base des agonistes à la LH-RH, ça va permettre de réduire la taille de ce fibrome, d'abord l'incision radicoconsérale, et surtout que le fibrome il va être réduit de 50%, il va de 10 se retrouver à 5-6 cm, et là, l'énucléation elle va être beaucoup plus facile. Le traitement chirurgical, il est de deux types. Il y a le traitement conservateur et le traitement radical. Le traitement conservateur, ça s'appelle la myomectomie. C'est juste enlever le fibrome. La myomectomie, c'est un geste chirurgicalement très simple parce que ça va se baser sur le principe du clivage. Avec l'exemple de Baïda, toujours je la donne dans le cours de fibrome, Kitfayedha, tu peux facilement séparer le blanc du jaune. Si tu prends un bistouri ou
un œuf dur, sans qu'il y ait un changement de couleur, et tu arrives au niveau du plan de clivage, tu vas facilement enlever le jaune. Mais si tu rates le plan de clivage et te retrouves dans le jaune, et ça va donner une hémorragie. Et ça va se terminer par une hystérectomie. C'est pour ça, même si le geste de la myomectomie il est simple, il faut savoir reconnaître le plan de clivage qui permet de séparer le fibrome de la paroi utérine. Alors, ça peut se faire soit par la parotomie, soit par la paroscopie, une cilioscopie ou hystéroscopie. Pour le traitement radical, c'est quoi? C'est une hystérectomie. C'est l'ablation totale de l'utérus avec ou sans ovaire en fonction de l'âge. Pourquoi on enlève l'utérus en totalité? Des fois, on est devant un utérus polymyomateux, c'est-à-dire il y a plusieurs foyers myomateux et qu'on n'arrive pas à les enlever wahda parce que c'est pas possible techniquement. L'utérus, la paroi utérine, et ça va saigner, entraînant une hémorragie. Donc, le seul alternative dans ce cas-là, c'est enlever la totalité. C'est surtout indiqué pour les femmes qui ont eu déjà des enfants, qui n'ont pas besoin de grossesse, ou pour les femmes qui sont aux alentours de la ménopause, chez qui le traitement n'a pas donné des résultats. Là, ça concerne l'apport abdominal. Et là, c'est pour l'apport laparoscopique. Voilà, ce sont les différentes techniques qui peuvent être proposées pour le traitement. Il y a aussi l'embolisation. Regardez ici, les vaisseaux sanguins nourriciers qui alimentent le fibrome, ils vont être bloqués, c'est-à-dire on va entraîner une embolisation de ces artères et c'est comme si on va arrêter l'alimentation pour ces fibromes et ça permet de réduire un petit peu la taille de ces fibromes. Il y a aussi d'autres techniques sonores, c'est la myolyse sonore, c'est en mettant des ondes sonores sur le fibrome.